la mode pour hommes, par exemple, si vous connaissez la marque Suprême, qui marche quand même très bien, Off-White aussi, et chez Vuitton, qui fonctionnait très bien, ça reste une mode homme qui fonctionne vraiment bien. Il y a quelques années, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Donc les choses bougent avec une nouvelle génération de les millennials, je crois qu'on les appelle comme ça. Je sais jamais comment les appeler, je vais pas mal les appeler. C'est très boomer là. Oui, j'aime bien. j'aime bien du coup. Comment les appeler? Comment les appeler? Ils sont pas clairs. La génération YZ. La génération. Là. Donc, c'était mieux avant. C'était mieux avant. En plus, on était en France. Bienvenue sur le podcast de Ça vient des RH. On vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité que vous ne connaissez pas encore et que je vais laisser se présenter tout d'abord. Bonjour, je suis Alexandre Labarrière, je m'occupe de la communication corporate chez Mano Mano. Eh ben merci, bienvenue en tout cas. Et puis je laisse se présenter Julien pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Oui, donc Julien Morisson, je suis le cofondateur de l'agence Les Années Folles et j'ai dans une précédente vie été DRH dans un secteur dont on va parler, mais j'en dis pas plus pour le moment. Oui, alors pour la thématique du podcast aujourd'hui, c'est une thématique qui nous a été pas mal demandée sur le luxe et le secteur des startups. Pourquoi ces secteurs attirent-ils tant ? Et l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à cette problématique, cette thématique plutôt, et d'en apprendre plus sur ce sujet. Exactement. Et donc du coup, pour commencer et rentrer un peu dans le vif du sujet, pourquoi le luxe et le monde de la start-up fascinent tant actuellement ? Vas-y, je t'en prie. Je me lance. Je vais parler plutôt partie start-up, je crois même grosse start-up maintenant pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui attire beaucoup les gens, c'est d'une part de rejoindre une aventure où on a l'impression qu'il y a beaucoup de flexibilité, qu'il y a beaucoup de choses à inventer, ça c'est sûr, et donc avoir un quotidien très riche. Et souvent, j'ai l'impression des boîtes qui aussi travaillent sur leur culture, leur quête de sens, et donc qui vont permettre aux talents aussi de vraiment être pleinement impliqués dans l'aventure. Et juste une petite question subsidiaire. Pour toi, c'est quoi une start-up du coup ? Parce que tu disais, nous, on n'en est plus vraiment une. Donc, non, mais c'est important de définir. Parce c'est que... vrai, c'est vrai. Nous, aujourd'hui, on est 1000. Donc on est vraiment une grosse start-up. Oui. On n'est pas encore une petite start-up voilà, où il y a 100, 200 personnes, où il y a quelque chose à construire. Déjà 100, 200 personnes, ça commence à être beaucoup de monde. Mais voilà, nous, on commence à être assez installés. Et toi, tu étais là quand ça a démarré, justement, l'aventure Bon, moi, j'étais pas là au tout départ. Moi, je suis arrivé il y a quasiment 2 ans et on était 600. Et donc, alors moi effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans des secteurs différents et notamment dans celui qui nous intéresse, qui est celui d'une grande maison de luxe, or que je peux citer, qui est la maison Chanel, que je pense tout le monde connaît. Alors vraiment, oui. faut être. Et pourquoi, pour revenir à la question que tu posais, qui était ce qui attire. Je pense que tout ce qui est un peu paillette a toujours attiré. Il y a des secteurs d'activité, ou en tout cas des noms, on va dire, sans faire de la publicité, mais Chanel, Dior, ça reste des noms qui fascinent, aussi bien parce que les produits vendus, finalement, c'est un peu une part de rêve, un peu d'inaccessibilité. Il y a aussi une part de statut social, je pense, qui joue aussi beaucoup dans ces environnements-là, qui fait que quand on cite ces marques-là, ça draine beaucoup de questions et tout un imaginaire qu'on y met derrière. Supposé, je pense qu'on aura l'occasion un peu d'en parler. Exactement. Donc du coup, pour résumer, on pourrait se dire que la start-up, on vient pour un projet avec de la flexibilité, et le luxe, on vient peut-être plus pour représenter en tout cas le produit. Oui, alors en tout cas pour participer, je pense qu'il y a un peu une fierté aussi française. Et puis oui, pour l'imaginaire de produits made in France, pour parler un peu des grandes maisons françaises, ouais, je pense. La start-up pour le plaisir d'expliquer 1000 fois à tout le monde ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vend. C'est vrai pour y être passé en étant chez Payfit, on va dire il y a 3 ans maintenant, c'est vrai qu'il y avait cette fierté à chaque fois de montrer en tout cas que la start-up où on était sur un projet révolutionnaire, qu'on allait révolutionner le monde, principalement les ressources humaines là pour Payfit, mais c'est vrai que c'était toujours une fierté, on adorait en parler et c'est vrai que c'était quand même assez plaisant.
Bah, c'est hyper communautaire. Je ne sais pas si le luxe c'est le cas aussi, mais je trouve que la start-up, on est fier d'y travailler dans le sens où il y a un esprit d'équipe et de cohésion. Et... Là, juste pardon, je t'ai coupé, mais disons qu'il y a aussi ça, mais il y a le côté presque plus inaccessible qui fascine. C'est-à-dire comment on fait pour y rentrer. C'est pas tout à fait les mêmes questions qui sont posées lorsque tu es dans une start-up ou lorsque tu es dans le luxe, qui draine une espèce de truc un peu fantasmé et qui fait que, oui, le projet, mais t'es pas dans une innovation, enfin, je vais peut-être tirer des foudres, mais t'es pas dans une innovation technologique ou de produit. C'est-à-dire que foncièrement, bon, c'est de la t'es culture. le leader en plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas encore la même logique. Ouais. Pas du tout. T'as pas à faire tes preuves. Tu vois, c'est pas comme une start-up où faut convaincre, comme tu viens de me dire. Là, quand tu t'appelles Chanel, le côté conviction, il est quand même pas tout à fait là finalement. Donc c'est pas ça. En revanche, il y a un côté mythique parce que avec tout ce qu'on y met, avec Mlle Chanel, ça fait un siècle. Il y a tout le truc qui va derrière. Oui. Qui est aussi un peu pesant, mais il faut, voilà. Bah, bon, pour moi, hein, après. Donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes leviers pour en revenir à la question. Ok, très clair. Et pour vous, c'est quoi un talent spécifiquement dans une start-up ou dans le secteur du luxe? Comment ça se définit? Puisque j'imagine que les compétences clés ne sont pas forcément les mêmes dans l'un et l'autre secteur. Je sais pas si Julien, tu veux démarrer. Alors, talent, je trouve que c'est vraiment le terme un peu générique. Je vais essayer de pas faire trop de langue de bois, tant qu'à faire. Disons que ce qui me fait toujours un peu rire, c'est qu'avant, on appelait ça salarié. Enfin, la personne était un salarié. Puis après, c'est devenu un collaborateur. Et maintenant, c'est un talent. C'est à peu près globalement la même chose. Mais on va dire que la sémantique est assez différente. C'est vrai. Ah ok, moi je vois un talent plus comme un key people. Voilà, et parce que toi tu as la vision très HR. Ouais. Et effectivement, normalement dans les RH, tu as vraiment le key people, vraiment tu as l'homme clé, ou tu as le high potential, où il y a vraiment une vision très RH. Mais maintenant un talent, c'est quasiment commun en réalité. Oui, c'est vrai. Et après un homme, en tout cas dans le luxe tel que moi je le sentais, c'était vraiment quelqu'un qui pouvait apporter, alors c'est là où c'est un peu paradoxal, mais une autre culture d'entreprise, une autre manière de voir de l'innovation dans quelque chose quand même qui est très formaté, qui est très processé et dont la puissance de la marque, je pense qu'on le voit vraiment dans le luxe, la marque est tellement puissante que c'est quand même compliqué de faire bouger les choses. Donc quand on a quelqu'un qui peut être amené de par son mindset, son état d'esprit à amener la marque ailleurs, eh ben c'est des gens sur qui il faut miser. Donc pour moi c'était ça en tout cas un talent tel que je l'imaginais. Je pense que dans les startups, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment des key people. Alors, ça va dépendre du stade de développement, mais au tout départ, pour moi, une startup a besoin de s'appuyer sur des vrais talents, couteaux suisses qui sont capables de couvrir un nombre de métiers, par rapport vraiment à des gros groupes et des missions très diverses. Et je pense que plus on grandit, plus on a quand même toujours besoin de s'appuyer sur. Je suis assez d'accord sur le côté galvaudé de talent, mais vraiment sur des gens qui vont être capables de. C'est ce qu'on disait au tout départ, mais il y a un tel engagement des gens dans l'aventure d'une start-up, dans ce qu'on construit, dans le côté David contre Goliath, on réinvente X marché, que forcément, il y a un côté très fort de la personne qui va mettre son talent et toutes ses compétences au service du projet de la start-up, qui est en plus pas forcément son projet, mais qui devient, on est tous un peu dépositaire d'une part de l'entreprise. Du projet. Ça, c'est vraiment très fort. Je suis assez d'accord. Et est-ce que tu penses que typiquement un talent a une date d'expiration entre guillemets plus rapide dans une start-up qu'un grand groupe par exemple, où ça devient plus rapidement obsolète parce que justement ensuite on se structure, on grossit et ce côté un peu couteau suisse il est peut-être moins intéressant on va dire au fil de l'eau? Je sais pas s'il y a un côté obsolète, je pense qu'il y a un côté faut savoir se réinventer plus rapidement. C'est vrai que là où je le vois de ma fenêtre, mais je me dis là où dans un gros groupe on peut avoir des missions faire grossir son scope et ses missions pendant vraiment pas mal d'années. Je pense qu'un cycle encore plus dans une petite startup, même dans une scale-up comme nous, c'est vraiment 2 ans et le poste, il change, l'organisation change tellement vite. Ouais, c'est aussi porteur de beaucoup d'opportunités. Mais c'est vrai que ça demande d'être vraiment capable d'évoluer aussi et de se poser la question d'où on veut aller, de ce qu'on veut faire. Hyper agile aussi, capacité. Non, mais tu l'as dit, je pense que se réinventer, c'est vraiment le mot. Avec aussi, peut-être aussi une notion de professionnalisation aussi de la fonction, parce que, pour l'avoir vécu aussi, c'est vrai qu'en étant arrivé chez Payfit, on était 15, et c'est vrai que le couteau suisse, c'était, par excellence, en tout cas, la notion première en arrivant chez Payfit, c'est de comprendre en tout cas le projet, où on veut aller, et puis surtout avoir cette, agilité à pouvoir switcher entre plusieurs missions qui n'étaient pas forcément dans notre scope en arrivant. Et puis après, il y a aussi le moment, je pense 2 ans, c'est assez raisonnable
d'arriver sur une professionnalisation aussi de la fonction bien et de sûr. se dire voilà bon on va peut-être être un peu moins dans une certaine flexibilité, on va essayer peut-être de se professionnaliser parce que je pense qu'à un moment donné il faut aussi arriver à tenir aussi son projet aussi face à des clients, face à des futures personnes qui seraient aussi peut-être intéressées pour rejoindre aussi la start-up. Donc il y a aussi cette notion-là, et c'est vrai qu'on est un peu sur, c'est parfois assez compliqué de switcher sur le côté très couteau suisse parce qu'on adore ça et se dire on va essayer d'être un peu moins couteau suisse, Un peu plus plus expert. professionnel. Et c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Il y a peut-être aussi des personnes qui adorent être que dans une partie en tout cas de la start-up, c'est-à-dire de se dire je reste 2 ans grand maximum dans une start-up. Est-ce que toi t'as déjà eu ce type de personnes qui sont arrivées et qui étaient juste là ou qui ont été même très claires dès le début en se disant moi je reste 2 ans grand max parce qu'après je m'ennuie ou alors parce que j'ai pas du tout envie d'aller plus loin. Alors moi, je suis pas côté RH, mais je vois bien des profils effectivement où ce qui les intéresse, c'est vraiment la structuration et le côté couteau suisse. Et je pense qu'il y a des gens qui, quand ils commencent à perdre ça, reviennent dans une aventure souvent plus petite pour revivre les challenges. Et c'est marrant d'ailleurs de se dire que c'est vraiment ce challenge-là qui les motive dans leur carrière. Exactement, oui, parce qu'on arrive même sur en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, c'est qu'on arrive sur une quête de sens au niveau global, c'est-à-dire on veut aller dans une start-up parce que ça a du sens, ça peut avoir un impact, et dès qu'à certains moments on arrive à trouver du sens pour soi dans la start-up, on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on a envie aussi d'avoir, on préfère plutôt jouer global que individuel. Et moi c'est ce que j'ai vécu en tout cas chez Payfit, c'est il y avait un sens global, j'ai adhéré au projet, et puis quand j'ai commencé à me dire j'ai un sens en tout cas, ou en tout cas on me donne le sens sur mon poste, c'est là où je me suis posé des questions en me disant c'est peut-être pas forcément là où j'ai envie d'exceller, et de me dire voilà, je reste un professionnel RH avec une dimension très customer focus parce que c'était aussi mon rôle, mais du coup j'avais perdu ce côté-là et du coup j'ai préféré partir carrément de la start-up parce que Fuir. Alors, peut-être pas fuir, non, pas fuir quand même. Mais ça a été un enjeu pour moi de pas de me réinventer parce que voilà, mais de me dire il est temps de partir. Je pense que tu l'as dit, en fait, c'est tellement mouvant que de toute façon, au bout d'un moment, forcément, ça peut ne plus correspondre à certains profils qui s'y retrouvent plus, qui ont envie d'autre chose, parce que l'orga, elle change tous les 6 mois, il faut la repenser tous les 6 mois, donc potentiellement, ton job change, mute, et ne peut pas forcément toujours correspondre à tes attentes. Exactement, oui, exactement. Et du coup, face à ça, est-ce que vous, dans vos secteurs respectifs, luxe, start-up, est-ce que vous avez eu des personnes qui étaient arrivées très motivées, en tout cas, et qui se seront peut-être rendues compte de la vérité, en tout cas, du secteur, et de se dire que c'était peut-être pas forcément là où ils auraient peut-être souhaité évoluer, en quelque sorte? Moi, j'ai pas d'exemple précis en tête de mon côté. Je pense qu'évidemment, ça arrive. Je pense aussi qu'il y a quelque chose où on peut arriver dans l'organisation et en fait se rendre compte que comme ça change très vite, parfois même entre le moment où on est embauché et le moment où on arrive, l'orga elle a déjà changé. Et les missions ont évolué, les scopes ont évolué, et donc ça demande, je pense, une grosse capacité d'adaptation pour se faire à cette situation-là. Mais en même temps, moi je le vois vraiment sur la partie opportunité, c'est qu'il y a tellement de choses à inventer, à réinventer, que oui, ça a bougé, mais en fait, quand on comprend assez vite l'orga, on se dit, d'accord, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas idéalement ce que je voudrais, mais parfois, dans 3 mois, dans 6 mois, en fait, c'est vers ça que je peux faire tendre aussi mon poste. Et ça, construire son parcours et construire son poste, c'est quelque chose que les startups proposent beaucoup et qui est super intéressant. C'est un truc de croyance aussi assez forte de se dire je crois en produit ou service qu'on propose, etc. Et du coup, il y a une fidélisation qui est beaucoup plus forte, je trouve. Une adhésion hyper forte, Oui, c'est vrai. Tu dois retrouver ça aussi un petit peu dans le luxe aussi, c'est que sans l'aspect communautaire, peut-être qu'il y a aussi une envie. C'est pas la même chose. Hein. Enfin, je tendance à pas forcément faire des jolies histoires, mais des désillusions, oui, parce que déjà la définition même des mots n'est pas la même. Je pense que quand on rejoint un secteur comme celui-ci, on fait quand même comprendre que c'est un peu un cadeau. Je pense qu'il y a une telle sélection à l'entrée que, et Chanel, il n'y en a pas comme des startups toutes les 10 minutes, quoi. On va être clair. Il n'y en a pas autant. Donc, d'ailleurs, si je te demande de me citer une maison de luxe depuis 10 dernières années, tu vas ramer pour de vrai. Alors que des startups, je peux t'en citer des tonnes. Après, le marché ne marche pas, naturellement. Donc, quand tu rentres là-dedans, mais je peux dire la même chose pour Hermès, pour Dior, il n'y en a pas tant que ça, en fait. T'en as fait 10, quoi. Enfin,
honnêtement. Et t'as des groupes, t'as 4 groupes. T'as vite Oui, fait non, relativement le tour. Mais tu vois, Hermès, typiquement, je vois, est-ce que elle est réelle, la sélection à l'entrée? Parce que typiquement, Hermès, je trouve qu'il y a souvent pas mal de postes ouverts, notamment sur les fonctions RH, etc. Donc c'est que il y a un turnover assez fort. Ils ouvrent des postes sur des nouveaux segments. Alors oui, ça ouvre quand même. Ce sont des secteurs en croissance encore. Alors ça ouvre les postes. Et comme l'argent, je vais pas le dire comme ça, mais n'est pas vraiment un problème. Ouais. Il y a un contraste qui est assez fort entre la définition des métiers et la définition et l'évolution qu'on peut aussi en avoir en interne finalement. Et moi j'ai trouvé, mais c'était moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde, de mon point de vue, beaucoup trop de monde. Alors moi je venais de chez Bolloré, hein, contraste. Il y avait quand même un gouffre. Et il y a un côté que je trouve très lent, très lourd, et en plus tout est très collaboratif tout le temps, ce qui était assez déstabilisant pour moi, hein, pas pour d'autres, mais pour moi, où chacun donnait un avis. Et en plus, il y a un côté qui n'est jamais... Alors, c'est très politique sur des fonctions de direction, naturellement, mais il y a un look, il y a une atmosphère, il y a des gens qui ont un porte que j'avais trouvé assez vite mélancolique. Et on arrive assez vite sur ce qu'on va dire d'une maison de luxe, vite une prison dorée. C'est-à-dire comment je fais pour en partir, parce que quand on est dans le luxe, si vous échangez, on n'en sort pas, en fait. C'est rare. Quelqu'un qui est là pendant 10 ou 15 ans, il va avoir du mal à sortir pour plein de raisons dont on abordera peut-être, mais donc il y a un côté qui est très contrasté. D'un côté, on est dans des endroits sublimes, avec des moyens extraordinaires pour tout faire, parce que l'argent n'est pas un vrai sujet, donc il y a une vraie autorisation. Paradoxalement, il y a énormément de monde, c'est très processé, c'est très structuré, et il n'y a pas tant d'audace. Il y a de l'audace dans la créa, dans la com, mais en finance, en RH, pas tant que ça. Et l'enjeu du turnover est relatif, oui, en retail, mais siège, je vais pas on est navré, mais c'est pas un vrai sujet. Donc oui, il y a une partie de personnes avec qui j'ai échangé, qui a depuis 5, 10, 15 ans, qui m'ont dit à refaire, je ne viendrai pas. Et les collabs bougent moins aussi, du coup. Et les collabs ne partent pas. Ouais. Et d'ailleurs, moi, l'un des premiers entretiens, parce que il m'a fallu, d'abord, j'avais refusé, et puis 3 ans plus tard, on est revenu me chercher, et la première fois, on m'a dit, je déconseille aux jeunes de moins de 45 ans de rejoindre. Quand je l'avais eu, j'avais dit, mais quel abruti. J'avais pas dit ça comme ça, hein. Je dis, mais franchement, parce que c'est long, en plus, il y a des tonnes de process. C'est une horreur, hein. 10 entretiens. Hein. Je trouvais que c'était long. Hein. Ah oui, quand même. Donc tu te dis, ils ont quand même pris le temps, et à la fin, ils te disent, moi, si j'étais vous, franchement, je vous déconseille de venir avant 45 ans. Ah bah, je te cache pas que j'ai pas tout de suite 45 ans. J'étais un peu plus jeune. Et du coup, tu te dis, bah, oui, mais quand même. Et en fait, quand après je dis oui, je comprends ce qu'ils vont me dire. Et c'est trop tard. Hein. En fait, je comprends. C'est parti d'un très bon sentiment de me dire, quand ils arrivent, vous êtes dans des chaussons. Et du coup, et soit après, ta fin de carrière à 45 ans, quoi. Bah, disons que soit tu connais que ça, et du coup, tu fais pas trop de points de comparaison, mais ceux avec qui il y avait un point de comparaison, je trouvais quand même qu'il y avait une grosse désillusion. Parce que les choses sont jamais dites vraiment de manière frontale, c'est toujours beaucoup d'emphase. D'ailleurs, il y a des mots toujours les mêmes, les belles histoires, les belles choses, les jolies choses. Du coup, ça, tu penses que c'est pas dans tous les secteurs? Ah bah non. Okay. Non, clairement. Puisque le secteur d'avant et celui que j'ai fait après, c'était une sémantique qui est quand même très singulière. Par exemple, quand on faisait des analyses de key people, il n'y a pas une expérience significative. Il a une belle expérience. Il a une jolie expérience. Mais d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? J'en fais quoi? Quand on mettait, je pense que pour les RH, on mettait des petites couleurs jaune, bleu, vert. Oui, alors lui, il va falloir le traiter. Oui, ça fait combien de fois? Ça fait la 4e année consécutive. Ah, bah, on l'a bien traité, là. Et en fait, on se disait bien rien. Ah bah ça, on le disait bien. Et les échanges et je trouve que c'était très statique. Et on avait le sentiment, parce qu'on s'était réunis, d'avoir fait, mais on n'avait rien fait. Mais on avait mis en scène. Et la mise en scène est plus importante que les lectures, hein, était plus importante que tes réalisations. Ce qui est très important dans le secteur du luxe, c'est la manière de te faire voir. Ça, moi, le secteur d'avant qui était le transport, après la pharma, j'avais pas senti ça. Okay. Là, la mise en scène de soi-même est fondamentale. Donc, et ça, c'est très singulier. Moi, c'est ma perception, hein. J'ai pas dit que c'était la science infuse, mais en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était quand même ça qui était assez déstabilisant, et il y avait un côté un peu décompression qui était, moi, au début, on m'avait dit, la patronne, elle est arrivée, elle a rien fait pendant 1 an, mais ça m'a pas du tout rassuré, c'est de me dire ça. Si, mais je vais rien faire, moi, pendant... Voilà, prenez votre temps, regardez, analysez. Mais là, moi, j'ai un métier. Ça se passe pas comme ça chez nous, je te le confirme. Ah non, mais c'était quand même, on m'a dit de prendre des notes, et je me rappelle, un premier comité de direction. Donc, à la base, je répète, hein, j'étais DRH. C'est un vrai métier, pour ceux qui nous écoutent. C'est un vrai métier avec des compétences, tout ça. Et donc, je fais ce premier comité de direction, et à la fin, je vois le patron. Il m'a dit, je comprends, parce que je pensais pas avoir signé pour un poste de directeur d'événementiel, en fait, hein.
Ah, mais je pense que tu n'as pas bien lu ta fiche de poste. Ça va être long, cette année va être très très longue. Et effectivement, je trouvais que c'était pas un métier de DRH. Pour moi, c'était pas, c'était joli, c'était bien. C'était pas, il y avait pas, je me suis dit, mais quel intérêt d'avoir été jusqu'à un doctorat pour faire ça? Franchement, c'était pas nécessaire. Pour quelqu'un qui a un peu de gingembre, il pouvait faire le job. C'était pas, pour moi, c'était un travail d'assistant RH++. Alors, c'est pas gentil, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Voilà, pour la réponse un peu longue. D'accord. Donc toi, tu disais que c'était pas du, enfin, je connais aussi parce que je suis dans une start-up, mais c'est pas du tout le cas du coup en termes de rythme que comme Julien l'indiquait sur des trucs un peu longs, un peu, tu mets 6 mois pour faire ton onboarding et après t'es. Ah oui, c'est calme. Prenez votre temps, un petit café, un petit macaron peut-être. C'est gentil si tu veux, c'est hyper gentil. Tu peux pas critiquer. Oui, mais c'est que juste quand t'as envie d'en découdre et de mettre les mains dans le cambouis, potentiellement ça peut être un petit peu long. T'as peur de t'ennuyer, enfin. Oui, c'est vrai que nous, ça va très vite et il faut être tout de suite, parfois peut-être même trop pour certains profils, tout de suite très opérationnel, très au fait des sujets, presque d'avoir tout l'historique du projet depuis son embryon de conception, ce qui, je pense, peut être un peu, voilà, les premiers mois chez nous sont très, enfin, il faut vraiment se mettre dans le bain et ça demande d'être, mais par contre, on est tout de suite opérationnel, tout de suite, on a de l'impact sur ce qu'on fait dans son quotidien. Ça, de dire, pendant 1 an, elle a rien fait ou, oui, c'est pas grave si les objectifs sont pas là. Non, parce qu'en fait, chaque personne chez nous a un tel impact sur ce qu'on va délivrer au final aux clients, à nos partenaires, à notre business, notre métier, que effectivement, on doit être sur le pont tout de suite. Tous. Et je pense qu'on faisait des sacrées journées quand même. C'est-à-dire que c'est là où c'était comme dans Schizo. C'est-à-dire qu'on arrivait le matin, moi je trouvais qu'on faisait pas grand-chose. Enfin, c'était des journées très extensibles. Et je pense que ça aurait pu être fait en 1h30 de ma journée. Vraiment. C'était pas nécessaire de passer autant de temps pour, on faisait des ouvertures, des trucs. Je disais, mais c'est quoi, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est bien faire là? Enfin, on fait des ouvertures de ligne, des fins de ligne. Ça n'a aucun sens. Alors, vous avez des essais de crème, tout ça. C'était formidable. Mais, je trouvais qu'il y avait un contraste entre ce monde et en plus, il faut avoir en tête qu'il y a vraiment ce que j'avais pas moi avant. Et c'est pour ça que je dis que c'est ma vision des choses. Mais avant, en gros, chez Bolloré, pour prendre l'exemple, on préférait être un peu sous staff plutôt que sur staff. Là, je suis passé d'un extrême à un autre extrême. En fait, t'as un monde tout le temps. C'est comme si tu disais, bah voilà, là il y a un peu de bretzel, j'ai besoin de bretzel. T'en as qui va prendre le bretzel, qui va donner à l'autre qui a le paquet de bretzel. Le troisième va changer le truc de bretzel. Je dis, mais en fait, j'aurais juste pu monter et puis mettre les bretzels dedans. Et en fait, c'est cette différenciation de niveau qui a été très déstabilisant. Pour dire, on parle que des bretzels. Alors, je t'explique pas pour le reste. Hein. Et ça, c'est particulier. Et c'est un état d'esprit que j'entendais. On me disait, voilà, on peut foutre en l'air des campagnes de pub pour. Je comprenais. Hein. Mais c'était déstabilisant de se dire, finalement, je suis là ou pas. Franchement, on verra pas la différence. Alors que dans mes précédentes fonctions, si j'ai pas été là, oui. Je sais pas que la boîte a arrêté de tourner, on peut quand même, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait senti que foncièrement il manquait, il y avait des sujets qui attendaient. Là, moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Du coup, il y a des profils, j'imagine, qui correspondent pas trop à cet environnement, notamment des gens qui sont peut-être très, dynamiques. J'aime pas ce mot, mais en tout cas, qui aiment bien empiler les sujets les uns derrière les autres et aller vite et avoir de l'impact. Du coup, pour toi, ça correspond un peu moins, quoi. Là, ça se fait pas déjà parce que c'est aussi formidable. C'est un temps très long. Chanel n'est pas coté, c'est leur argent privé, donc je pense que c'est aussi complètement à rebours que j'entends de l'ère du temps où tout va très vite. Là, il y a un côté, non mais on prend le temps, on a le temps très long. C'est très déstabilisant quand on est dans un mode de fonctionnement où tout va très rapidement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas mieux, pas pire. Juste que c'est très déstabilisant quand on te dit c'est pas grave, c'est pas ça qu'on attend. Et si c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, c'est très bien. Ah, mais moi, on me demandait, en fait, c'est dans 15 jours. Donc, il y a un rapport au temps qui est pas un peu différent, qui est totalement différent. Et après, oui. Mais c'est là où c'est assez singulier. C'est que comme beaucoup de personnes de ce secteur, on veut d'un côté attirer des gens, moi je l'ai perçu comme ça, des gens qui vont apporter autre chose, notamment un autre mode de travail, parce qu'ils sont, à côté au bout d'un moment, on s'encroute quand même au bout de 20 ans, et en même temps, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la marque est tellement puissante, c'est compliqué de faire bouger. Moi j'ai trouvé en tout cas que c'était très difficile de donner un impact, parce que c'est long, c'est lourd, et donc en gros, faut que soi-même, on soit dans un temps long. Si on n'est pas on s'inscrit pas sur 10 ans, c'est compliqué.
Moi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Mais c'est long maintenant, 10 ans avec notre génération. Enfin, je trouve Maintenant, que oui, c'est maintenant 3, 4, 5 ans dans une boîte, c'est quand même déjà une belle expérience, une jolie expérience. une jolie expérience. Ouais. C'est ça, bravo. Félicitations. Hey, Tu es prêt? On tient quelque chose, Claire. Je crois que ça ne me correspondrait pas trop. Non, mais et tu vois, maintenant se dire je vais rester 10 ans dans une boîte, moi je trouve ça assez fou. Puis le monde, il change tellement. Enfin, en 10 ans, c'est super dur, je trouve, de se projeter, même j'imagine, même pour une maison comme Chanel. Alors, bien sûr, ça va être formidable d'avoir le temps et ça me fait rêver de me dire, prenez le temps sur un sujet. Il vient de vous le dire, hein. mais en même temps, je me dis, enfin, ça va être tellement dur de se couler dans cet habit-là c'est pas grave si le projet, il avance pas pendant 3 ans, parce que de toute façon, tu en as 20 pour le faire. Ça me semble vraiment lunaire. Oui, mais en fait, le truc, c'est que, moi, la réponse, c'était chez Bolloré, je dirais, Chanel, ça marche actuellement? Tout le monde va dire, ouais, ça marche. Donc, globalement, la stratégie, en fait, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Enfin, c'était pas, on va pas critiquer quelque chose qui est aussi puissant, qui fonctionne aussi bien. Quoi qu'on en dise. Parce que tu as Hermès, je regardais les articles, ils étaient critiqués parce qu'ils ouvraient pas assez de magasins et pas assez d'ateliers. Tu dis mais c'est quand même fou, et que du coup la cote est un peu tombée un peu entre guillemets, la cote boursière, parce qu'ils ont envie de dire mais on est là sur un temps tellement long, le Birkin, enfin tu vois, ça s'achète, tu vois, il y a des queues mais de 2, 3, 4 ans. Donc c'est un mindset qui est totalement différent, et si ils arrivent là et que le luxe est aussi puissant en France, c'est que globalement la stratégie est pas complètement pourrie, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai l'archi-humilité de dire que leur stratégie est excellente, que foncièrement, alors après ils ont aussi été dans les bonnes régions, tout ça, bien sûr, mais que c'était un peu décalé lorsqu'on n'est pas habitué à ce rythme-là, qu'on est habitué à avoir vraiment beaucoup de monde, et c'est pareil, c'est un mode de fonctionnement qui est très singulier, qui convient à certains et pas aux autres. Et quand une stratégie fonctionne aussi bien que ça, c'est complexe de dire bah désolé, c'est moi qui ai raison. Et de faire la révolution derrière pour... Ça tient pas là où t'étais même pas crédible, t'es pas audible d'ailleurs. Donc après il y a plein de choses que t'apprends qui sont super, qui sont très opérationnels, et moi c'est la seule fois où j'ai trouvé que la DRH était business partner. J'ai toujours dit, la seule entreprise où j'ai trouvé que la DRH était business partner, c'est chez Chanel, mais parce qu'elle était aussi du marketing. Et c'est aussi un secteur où globalement beaucoup de gens des ressources humaines peuvent aller dans l'opérationnel. Ça n'arrive quand même pas très souvent. C'est un des seuls secteurs où on l'autorise. Moi j'en connais très peu. On peut switcher. Dans ce secteur-là, on l'autorise complètement. Ça veut dire que c'est pas une fonction avec un corpus très puissant. Et la réciproque est assez vraie. En réalité, tu peux être opérationnel et aller dans les ressources humaines, aussi simplement, mais quand même. Donc ça veut bien dire que c'est autre chose qu'on attend. C'est un état d'esprit, c'est un mindset, puis c'est un relationnel. C'est une continuité aussi de la tradition, oui, et forcément, on te demande pas non plus de révolutionner, de révolutionner, d'être dans l'innovation et de proposer quelque chose qui tu vas pas tout réinventer. Qui pourrait changer les habitudes pour être plus attractif au niveau des candidats, parce que on n'a pas besoin, parce que le luxe n'en a pas besoin surtout, et la marque suffit à elle-même pour être assez attractive pour des candidats. Oui, Donc, et après, il y a celle-ci, il y en a d'autres qui sont un peu plus innovantes, forcément plus modernes, parce qu'elles ont autre chose à prouver, comme Balmain. Et bien sûr, c'est pas du tout la même chose, mais Hermès, c'est vrai que quand quelqu'un me disait je veux du challenge, je vais chez Hermès, bon, je comprends en fait, je comprends ce qu'il veut dire, mais ou alors un directeur financier qui... Je sais pas si c'est complètement là, en soi. Après, qu'on me dise, j'y vais pour le prestige de la marque, pour les moyens de la marque, pour la beauté des produits, pour le Made in France, pour l'appartenance, oui, ça, clairement, là, tu vas retrouver, là, j'incite grandement à y aller. Peut-être aussi sur certaines fonctions, parce que je pense qu'il y a certaines fonctions, quand même, dans le luxe, il y a quand même beaucoup d'innovation. C'est vrai que c'est des marques qui sont très installées, où il y a beaucoup de moyens. Enfin, je vois, si je compare par rapport à nous, c'est sûr qu'il y a tout à inventer, donc c'est grisant, et d'inventer une marque, d'inventer une façon pour notre univers, c'est vraiment, on apporte depuis 9 ans le digital sur un secteur qu'il l'a jamais fait. Dans la dernière innovation, c'était vraiment les parkings. Enfin, on en est là, quoi, comme tout ce qui est inventé. Et pourtant, c'est des marques, de très belles marques, qui sont très connues. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout le même enjeu et les mêmes objectifs. Et effectivement, et pour sur la question qui était la question du départ, je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits non plus pour l'aventure start-up, parce que justement, besoin de certains process, besoin de savoir où on va et d'avoir une certaine projection. Et c'est vrai que la vie où une organisation change rapidement tous les 6 mois, où on doit se réinventer, ça peut faire peur aussi, et ça peut, avec peu de moyens, il faut être ingénieux dans ce qu'on fait. Donc,
Ouais, et puis l'autonomie aussi, je trouve que c'est vraiment un marqueur parce qu'en fait, quand on a besoin d'être beaucoup accompagné, je trouve que les grosses boîtes sont assez bonnes dans le process, l'accompagnement, etc. des talents. Mais c'est vrai que dans les startups, parfois, on te jette un peu dans un job et il faut que tu sois capable de gérer, de pas aller voir ton manager toutes les 5 secondes pour essayer de comprendre et de faire avancer tes projets. Une polyvalence. Ouais. Très fort. Moi, je trouve ça hyper grisant, j'adore, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être facilement paumés ou se noyer un peu rapidement parce qu'il n'y a pas les cas. Après, je pense que ça dépend aussi de la taille. Voilà, je reprends pour nous chez Mano Mano. Moi, je suis arrivé où c'était déjà vraiment structuré, l'onboarding, les process, etc. Donc, c'est vrai que il y a un peu presque parfois, j'ai l'impression, même en vous écoutant, un peu le meilleur des deux mondes en se disant tiens, ils ont fait l'effort. Les RH chez nous, je trouve, de vraiment structurer notre approche, nos process, l'info, ce qu'on attend vraiment de chaque poste. Évidemment, ça évolue beaucoup, mais vraiment le corpus est là, en tout cas le squelette est là. Et derrière, on a la liberté de le remplir avec des missions, des actions qui correspondent et on fait un peu, moi je trouve qu'on est beaucoup chez nous à faire notre poste aussi. Oui. Il faut arriver à trouver ce juste milieu-là, effectivement, entre le côté plonger dans le bain tout de suite sans aucune directive et le côté voici le moule. Il est en marbre, il ne bougera plus jamais. Bon, il bouge quand même, hein, parce qu'on sortait des parfums. Enfin, quoi que, enfin, oui. Mais le truc, c'est que, ce qui était toujours particulier, c'est que quand j'ai quitté Bolloré, je suis quand même resté vraiment longtemps. Si les gens partaient, ils ne retenaient que Chanel. Ça m'agaçait au plus haut point. C'est-à-dire, si je disais, j'étais DRH chez Bolloré, j'étais DRH chez Chanel, tu peux être tranquille. Que si les gens disaient, mais il a travaillé où, Julien? Il a travaillé chez Chanel. Et les gens ne retenaient que cette marque. C'est tout. Parce que c'est le prestige, en fait. Et en fait, c'est ça où il y a un peu un décalage entre la manière, et les startups, moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des startups où on y projette tout un truc, et il y a un côté, finalement, qui convient pas effectivement à tout le monde. Je pense que très changeant, parfois aussi un peu versatile. Il n'y a pas non plus la structure qui est aussi protectrice d'un groupe, parfois. Oui, à bon escient d'ailleurs. Parce qu'il y a parfois des petits dérapages. Je connais pas suffisamment, en tout cas aussi bien que vous, les startups, mais enfin, je pense qu'il y a aussi parfois, quand la moyenne d'âge est quand même plus jeune aussi, il y a forcément des limites ou des gens où le respect des horaires, tout ça part un peu dans tous les sens. Il y a des choses, effectivement, que moi j'ai vu dans le luxe. Il y a moins d'instances aussi du personnel. Exactement, c'est notamment ça que je pensais. Ouais. Là, il n'y a pas ces dérapages-là. Et il y avait des trucs, oui, c'est vrai qu'il y a des trucs, oui, il y a que ça que tu vois. C'est-à-dire que tu faisais, tu terminais un peu tard. Moi, j'ai une anecdote, mais elle était dans le talent acquisition. Elle fait des heures pas possibles. On avait terminé tard, mais elle encore plus tard, genre à 2 heures. Elle dit, je vais le dire à la DRH, c'est pas normal. Bon. Et je lui dis, bon, bah alors, tu lui as dit. Elle me regarde d'un air contré, elle m'a dit, ben non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle me montre son bureau, il y a un bouquet de fleurs énorme comme ça, avec un mot, pour dire, en gros, 1000 merci pour hier soir, passe une très belle journée. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis, bah oui, je comprends. Ça, il y a que ça que t'as ça. C'est un sens presque du client. C'est pour ça que je dis que j'ai aussi appris beaucoup bien sûr, sur cette partie-là. Tu as un sens du collaborateur qui est au sens presque client. C'était aussi lié parce que la DRH c'était du marketing, mais il y a un côté, bien sûr, tu as des livres, tu as des parfums, tu as plein de cadeaux, tu as les ventes privées. Ça vous semble anecdotique, hein, mais qui n'a pas entendu quand tu parles de luxe? Des ventes privées. Oui, c'est vrai. C'est un des premiers trucs que tu retiens finalement. Et là, il y a un côté, je trouve, très presque protocolaire ou cérémonial, mais où on veut que, en tout cas physiquement, tu te sentes bien. C'est un truc qui est particulier, quand même, dans la manière. Quitte à avoir une notion d'être poussé à l'extrême en disant qu'on est limite redevable, d'avoir été pris dans une maison de luxe, d'avoir tel poste et se dire. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plus sur le remerciement. Tu vois, typiquement, moi, l'écueil des startups, il y a plein de startups qui étaient hyper borderline parce que faisaient bosser leur collab jusqu'à des horaires complètement. Voilà, le week-end, oui, mais c'est parce que on a l'esprit start-up, on a envie de bosser ensemble, et du coup, tu te sens limite obligé. Ça, je le vois plus comme on fait un petit geste qui peut-être pas le bon, parce qu'offrir des fleurs à une femme, voilà. Mais tu vois. Non, mais là, ça se voulait vraiment hyper gentil. Bienveillant, quoi. Mais c'était un beau bouquet. Enfin, chanson, c'est ce que tu disais, c'est vraiment on te met dans une. Oui, on prend soin de toi. Complètement. C'est-à-dire que derrière, vraiment, ça termine tard ou t'as un anniversaire. Si on peut acheter des macarons, on veut te mettre dans une situation de confort. Effectivement, t'as la moquette, t'as tout ce que tu veux, mais on veut que tu sois bien physiquement et que t'aies ce sentiment d'appartenance, cette expérience
clients candidats que tu as. Et ce qui est vrai, objectivement, tu n'es jamais dans un endroit naze. Moi, je n'ai jamais on dans a un vu la endroit maison. incroyable. On était ensemble à l'époque. On avait visité la maison Chloé. Tu te souviens, dans le cadre d'une autre association. Et du coup, c'est magnifique. Enfin, ne serait-ce que pour la localisation, le lieu, c'est absolument splendide. Et même pour ce qu'on a vu, c'était une expérience. Ouais, il y a tout un truc. T'as l'impression d'être plongé dans l'univers de la marque, etc. Alors que bon, c'est vrai que les startups, parfois, c'est fait un peu de bric et broc, et avant d'avoir son appartenance de marque, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Là, c'est clair que si tu veux une expérience waouh, il y a plein d'autres boîtes qui le font aussi, hein, c'est pas que le secteur du luxe, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement frappant, et ça avait généré d'ailleurs pas mal de gens étaient venus. Je pense que c'est aussi parce que c'était dans un lieu prestigieux, une marque prestigieuse. Bien sûr. Il y a la curiosité, évidemment, aussi de savoir mais à quoi ça ressemble, le luxe. Ouais, mais c'est une expérience que enfin après, j'en sais rien, j'ai jamais travaillé dans cet univers, mais c'est une expérience que effectivement, si tu le vis une fois, c'est hyper intéressant, mais après, j'imagine que c'est un peu lourd aussi au quotidien, puisque c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le côté prison dorée, en fait, c'est très beau, et si ton quotidien, après, il est pas exaltant, en tout cas, il te convient pas dans tes missions. Alors, en fait, la question qu'on va te poser, c'est, mais pourquoi on quitte Chanel? On m'avait pas posé la question de Bolloré. Hein. C'était l'inverse. On m'a dit, je comprends. Alors que pas du tout. En fait, ça m'agaçait, ça aussi. Je disais, mais détrompez-vous. Hein, vous seriez pas. Donc, du coup, il y a ce côté-là qui est, il y a des entreprises qui sont pas bien par principe. Et des entreprises, effectivement, formidables par principe. Et pour lequel il est impossible d'avoir un avis plus nuancé dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Et donc, pour le coup, c'est vrai que ces entreprises-là ont une puissance, fantasmée absolument complète, et pour lesquels il est assez compliqué de dire l'inverse. Après, quand on y reste, il y a des gens qui y restent pendant des années parce que c'est pas si facile d'en sortir au bout d'un an, parce que t'es très estampillé du luxe. Et en fait, tu prends assez vite goût à ça. Parce que, faut être honnête, on n'en a pas parlé, mais l'intéressement de la participation dans les secteurs comme ça, ce sont des montants que très peu d'entreprises peuvent se dire les choses, hein, très clairement. Ouais, c'est sûr. Moi, quand on m'a, je vais pas le dire là, mais quand on te donne ton montant d'émolument, tes avantages, je vois pas qui peut se positionner sur des avantages comme celui-ci. Donc, c'est des conditions extraordinaires. Et ça, c'est le mérite de l'entreprise. Il y a rien à dire de ça. C'est incritiquable. Donc, quand tu pars, tu dis, mais je vais peut-être, et beaucoup, en fait, se disent, ah ouais, alors, en fait, quand on te dit, il y a pas d'augmentation, en fait, si. Quand il n'y a pas de prime, il y a toujours quelque chose. Ça viendrait même pas en tête de quelqu'un de se dire c'est zéro. Oui, surtout que l'intéressement se verse, j'imagine, dans une maison comme celle-ci, qui continue à faire de profit. Enfin, t'as toujours ton intéressement, quoi. Oui, mais je te rassure, chez Bolloré aussi, on faisait du profit. C'était pas les mêmes choses, hein, bizarrement. mais c'était plus dans les normes, en fait. Parce que pour avoir des amis DRH qui sont aussi dans des banques, enfin, c'était la norme. Dans le luxe, et j'y mets aussi la cosmétique, c'est des montants, d'ailleurs, on en parle peu, mais en réalité qui sont extrêmement significatifs et qui font que c'est aussi très intéressant. Et je trouve que c'est super, la boîte elle est profitable, elle reverse. Tu vois, il y a rien à dire, c'est formidable en soi. Du coup, quand on part, tu sais très bien que déjà ça tu l'as plus. Les avantages tu les as plus, les ventes privées pour certains c'est un vrai relais. Hein. Enfin, pour l'instant c'est moins intéressant qu'aux URSSAF, on va pas revenir dessus, mais quand tu payes 10% des robes, des sacs, je veux dire tout ça c'était quand même des avantages connexes qui sont loin d'être neutres. Et sinon oui, j'ai une question par curiosité. Est-ce que le secteur du luxe est, comme on le dit, un milieu très féminin? Oui. Enfin moi j'ai trouvé effectivement que c'est très féminin. Parce que les fonctions auxquelles on va penser spontanément, c'est le marketing et la com, et RH sur les fonctions support, c'est plus féminin, et que c'est un secteur de mode, et la mode attire plus les femmes que les hommes, à tort, parce que il y a des directeurs financiers, il y a les directeurs de supply chain, mais quand même, j'ai trouvé que c'était surreprésenté. À contrario, j'aurais pu dire complètement l'inverse chez Bolloré, où c'est surreprésenté d'hommes, parce que c'est le transport logistique. C'est différent. Oui, sinon c'est clair. Et toi, du coup, la représentation homme-femme dans ta boîte, t'as une idée? C'est assez équilibré. Comme on a beaucoup de tech, on est le pourcentage de femmes baisse, donc on a 40-60, 40 femmes, 60 hommes. Mais si on regarde sur tout le scope, si on enlève la tech, on est vraiment à parité. C'est marrant. Donc sur les opérations, le pourcentage de femmes dans la tech, c'est quand même c'est pas mal quand même. Oui, franchement, on fait partie des bons élèves et de ceux qui essaient de travailler là-dessus. Je crois que nous on a autant de nanas que de mecs dev. Ça c'est bravo.
Ah, mais ça se développe de plus en plus aussi, Oui, il y a des globalement. écoles aussi. Ouais, bien sûr. Vous êtes combien en dev? Je 3 sais du coup. Non, il y marche a pas. une trentaine de devs. Et oui, mais je trouve que ça se démocratise beaucoup, la tech. Et bah, tant mieux, d'un côté. Il y a plein de Mais métiers différents en plus. Ouais. Oui. Alors que le luxe, quand même, je sais pas s'il y aura un jour un gros revirement de situation et que ce sera Alors le surreprésenté d'un digital, point de vue si, masculin. parce que alors à la mode, historiquement, ça reste les magazines de mode, c'est quand même Oui, la presse c'est vrai. féminine. Oui. Plus, mais j'ai modéré, c'est-à-dire que par exemple, si je fais sans faire mon expert du tout, mais Virgil Abloh, si vous connaissez, qui est chez Vuitton, il a fait bousculer quand même le monde de la mode pour les hommes. Quand tu penses haute couture, tu penses femme globalement, et quand tu penses ready Ah, to c'est quand wear, même toujours des hommes qui sont dans la haute couture. Enfin, en tout cas, les designers et tout Designers. ça. Moi, Alors, je pense designer, beaucoup hommes, oui, du oui. coup. mais Ouais. la mode pour hommes, par exemple, si vous connaissez la marque Suprême, qui marche quand même très bien, Off-White aussi, et chez Vuitton, qui fonctionnait très bien, ça reste une mode homme qui fonctionne vraiment bien. Il y a quelques années, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Donc les choses bougent avec une nouvelle génération de les millennials, je crois qu'on les appelle comme ça. Je sais jamais comment les appeler, je vais pas mal les appeler. Ça fait très boomer, là, par Oui, j'aime bien. J'aime bien, du coup. On les appelait. Comment les appeler ils sont pas clairs. La génération YZ. La génération. là. Donc, C'était mieux avant. C'était mieux avant. En plus, on était en France. Enfin, bref. Et du coup, oui, on est plus. Donc, les choses évoluent quand même doucement, mais il y a quand même des secteurs qui restent historiquement plus marqués dans le verbiage. Mais Bon, pense c'est que comme ça va les jeux quand même vidéo. évoluer. Hein. Moi, Oui, ça voilà, m'aurait dans bien le tenté de gaming, bosser ouais. chez Ubisoft. Bon, ça, c'était avant le scandale qui a touché un peu les non, boîtes, justement, maintenant, faut y aller parce que ça y a des choses à faire. Qu'est-ce que toi, est-ce que déjà tu es content de ta fonction RH dans ton entreprise et qu'est-ce que tu en attends en tant qu'opérationnel voilà, dans ton quotidien, quoi? Il y a deux choses chez nous. Oui, je suis plutôt très content. Alors, d'une part, parce que ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas, moi, je le vis comme ça, un vrai business partner pour nous accompagner dans la création de notre parcours, dans ce qu'on a envie d'aller chercher, dans les formations, dans comment on construit aussi notre carrière. Alors chez Mano Mano, mais aussi dans l'absolu pour tes compétences personnelles, etc. Donc ça c'est vraiment très bénéfique. Enfin, en tout cas, moi je trouve dans mon quotidien. Et moi, dans mes attributions, donc, il y a le corporate et également tout ce qui est marque employeur, attraction, rétention des talents. Donc, c'est vraiment un service avec lequel je travaille au quotidien depuis que je suis arrivé. Et donc, d'une part, je comprends mieux leur métier. Et en plus, chez nous, les RH sont très larges au sens où ils ont aussi la culture de l'entreprise, ils ont aussi une partie de service. Donc, ils sont vraiment impliqués dans le business et c'est pas uniquement peut-être la tour d'ivoire qu'il peut y avoir dans d'autres... dans d'autres organisations. Et du coup, quand des sujets typiquement de marque employeur, est-ce que c'est vraiment plutôt la RH qui les porte ou est-ce que c'est plutôt la partie plus market, ou... Bonne question. Ça. C'est vraiment porté ensemble aujourd'hui. Ok. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on se structure et qu'on apprend en marchant, mais c'est lié aussi à des personnalités. Il y a des personnalités qui vont avoir envie de prendre certaines parties de la marque employeur et d'autres parties. Et donc en fait, on travaille presque en organisation presque matricielle quoi, sur ces sujets en se disant alors peut-être que c'est un défaut d'ailleurs, peut-être parce qu'elle est partout et nulle part à la fois. En tout cas, il n'y a pas vraiment un service marque employeur qui dépendrait que du market ou que des RH, mais ça permet aussi de l'infuser dans beaucoup plus de services et beaucoup plus de projets. Ouais, et du coup, vous avez zéro problème d'ownership ou des choses comme ça où tu te dis, mais attends, qui tranche sur le sujet? Pour l'instant, ça va. Je Ok. pense que les questions se poseront certainement dans un avenir plus ou moins proche, mais aujourd'hui, c'est fait suffisamment en bonne intelligence et en connaissance interpersonnelle, ce qui, je pense, aussi est très important. Se dire, on sait qui fait quoi et aussi où commence et où s'arrête les missions des uns des autres et comment on peut travailler tous ensemble. Ok. Et la moyenne d'âge juste chez Mano, sans avoir quelque chose de très précis, on est sur du vingtenaire, du trentenaire, du cadra, du quinquart, du sexagénaire. 31,3. 31,3. Ouh, c'est très Précis. Alors là. Non, ça doit être Trop tard, c'est 32, on 33. coupera. Ah oui, donc c'est jeune. C'est jeune, ouais. Très, Bah, très la jeune. plupart des startups, c'est très très jeune. Non, mais après, Oui, oui, c'est c'est chouette vrai. parce que c'est dynamique, mais comme tu disais, parfois, il y a aussi un peu des écueils de boîtes un peu jeunes sur lesquelles tu peux faire des erreurs. Tu vois, typiquement, quand tu as des RH assez jeunes, bah, quand tu n'as jamais licencié quelqu'un, Oui, bien quand sûr. tu n'as jamais fait de rupture co,
Alors, non, mais enfin, tu Oui, vois, oui, c'est non, pas bien sûr. forcément Quand t'es, évident. je pense aussi naturellement. prise sur des sujets aussi qui sont plus terre à terre RH et qui qui nécessitent sont aussi moins pour le coup là beaucoup plus de connaissances Ouais. RH, on va dire opérationnelles Moins que sur du- des sujets sur l'attractivité qui on peut sans être RH, on peut se permettre en tout cas d'avoir Un une belle avis. attractivité, d'avoir un avis, d'avoir des projets qui puissent être portés aussi et qui puissent jouer son rôle d'être un acteur, d'être attractif aussi aux yeux des candidats. Et je pense que c'est à ce niveau-là aussi, parfois, où l'opérationnel peut-être est un peu dilué dans certaines startups, où on essaye peut-être plus de valoriser le côté... alors marketing RH, je déteste ce mot-là parce que c'est pas du tout ça en fait, au détriment peut-être des Pourquoi tu fonctions... n'aimes pas, Pierre? Marketing RH, dis-nous, je sens qu'il y a un truc. Alors sûrement parce que mon expérience fait que je j'ai jamais vu un projet ou un sujet qui était juste très sincère ou quand on retire le storytelling et le côté très bullshit en fait on se dit il y a rien derrière. Voilà. Les mots sont lâchés, il n'y a rien. Je pense aussi, enfin moi je le vois comme ça pour l'univers des startups. Souvent c'est quand même, on le disait au départ, c'est une culture très forte Oui. dans laquelle on propose un projet aux gens qui nous rejoignent. Et je pense que c'est super important. Enfin, moi, par exemple, j'ai rejoint Mano Mano parce que chaque entretien que j'ai eu avec, évidemment avec les RH au départ et avec la recruteuse qui est sur notre scope, qui est vraiment quelqu'un de génial, mais aussi avec les différentes personnes que j'ai rencontrées qui et c'était pas du storytelling. Alors peut-être que c'est parce que je suis côté com et c'était des gens qui naturellement savaient parler, savaient donner envie, savaient motiver, savaient exprimer l'histoire de la marque et de ce qu'ils faisaient. Ce qu'elle faisait en l'occurrence, mais moi ça m'a vraiment donné envie et je trouve que c'est super important et j'ai beaucoup de recruteurs qui viennent me voir souvent en disant comment est-ce que je raconte, comment est-ce que je fais vivre à un candidat l'expérience Mano Mano. Et moi ce que je leur dis très souvent c'est déjà parle de ton quotidien et de ce qu'on fait chez nous, et c'est bête mais ça commence par des exemples précis, des anecdotes, mais parfois c'est plus être juste dans un côté sparring partner avec les gens pour qu'ils aient cette histoire à l'esprit, pas tant pour leur écrire en disant attention, il faut vraiment que tu racontes telle et telle histoire parce que c'est comme ça qu'on veut se présenter. Je pense que ça spoil un peu notre prochain sujet, mais en soi, je pense que effectivement, la RH aussi se transforme en ayant beaucoup plus d'acquaintance avec justement les métiers de la com et du marketing qu'avant. Je sais pas si c'est forcément un bien ou un mal, mais en tout cas, ça se réinvente. Et puis c'est comme ça qu'on attire aussi des candidats qui veulent de plus en plus faire du développement de talent, de la marque employeur, comment on attire, etc. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui étaient peut-être, je travaillais pas il y a 15 ans, mais qui étaient peut-être beaucoup moins le quotidien de la fonction RH. Moi non plus, me regarde pas comme ça, il y a 15 ans je travaillais pas. Très Au réservé. collège. Oui. Vous ne rigolez pas comme ça. Au collège. Mais voilà, qui sont... J'aurais dit maternelle. Ça fait plaisir ce que vous dites. Ah, il est dit. C'est pas crédible, mais ça Oui. fait plaisir. Les millennials. Comment on les appelle déjà? On est vraiment dans le storytelling là, par contre. Oui, non mais tu vois, ça fait rêver. Il est très fort, Julien, pour ça. En storytelling. Tu vois, t'aurais pu faire une école de marketing. Ouais, pas du tout, j'ai fait du droit. Ce qui côté storytelling du coup est vraiment autre chose. Oui, oui, en plus parti pour être pénaliste. Alors, rien à voir, rien à voir. Mais après, non, je trouve ça très bien que en plus, moi, c'est pas du tout. Je trouve que c'est nécessaire que l'entreprise ou les fonctions se mettent un peu en scène et qu'elles puissent embarquer dans une histoire commune les collaborateurs. Et je trouve que et ça fait partie du jeu en soi. Oui. Une marque, si je vais vendre des bretzels, j'ai pas d'action sur les bretzels, mais je vais pas commencer à te dire ça pique, tu vois. Je vais commencer à te dire c'était fabriqué là, c'est formidable, c'est très bon, c'est ensuite de faire des jolies photos, tu vas dire c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à ça dans le pot, mais c'est pas grave en soi. Ce qui va me déranger, c'est si ça me rend malade. Et là tu dis bah ouais, mais là tu t'es fichu de moi. Et en fait, pour rebondir un peu sur ce que disait Pierre, c'est ça qui est mettre le curseur entre attirer et mentir. Pas la même chose. C'est-à-dire que quand j'attire et que je donne envie aux gens, et après, chacun selon ses perceptions, vont adhérer ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais quand derrière, quand il y a des vrais sujets, tu ne les traites pas qualité de fonction RH, là, c'est dérangeant. Et c'est là où je trouve que le curseur est pas toujours facile à placer. Et ça explique aussi pourquoi il y a parfois une déception, une désillusion de la fonction ou des salariés qui disent que quand moi je t'attends sur ça, ouais, ok, t'as le reste, mais moi je t'attendais sur ça. Et en fait, bah t'étais pas là. Tu m'as laissé dans une situation qui était quand même un peu cavalière. En revanche, oui, la fonction elle est clairement en train de se repositionner. Clairement, la fonction d'il y a 5 ou 10 ans, elle ne sera pas la même dans 15 ans.
c'est sûr. Et on voit qu'il y a de plus en plus de liens avec la communication, le marketing, parce que ça vient un enjeu de positionnement, ça vient un enjeu, alors dans les startups que je connais pas bien, mais de compétitivité extrême, parce que il y a de plus en plus de concurrents, des concurrents français. Ouais, c'est Mais clair. vous avez aussi des concurrents, j'imagine. Moi, je connais pas du tout ton marché, mais des concurrents internationaux qui ont les mêmes velléités. Donc, il faut quand même avoir les meilleurs. Il faut parvenir à recruter les meilleurs dans des angles, parce que je pense que dans les startups, l'annonce est très bien, mais je pense que ça ne suffit pas suffisamment. Et quand même, quand tu as une puissance de marque, là, pour rebondir, quand tu appelles Chanel, je maintiens, peut-être en Corée du Nord, mais globalement, tout le monde va connaître. C'est pas d'une Ouais, non, c'est complexité. clair. Après, C'est sûr. pour draguer d'autres typologies de gens qui vont pas penser à toi, ça, je suis d'accord. Mais t'as pas le challenge de ça. Oui, et puis dans les startups, du coup, tu viens pour d'autres types de projets un peu annexes. Tu disais, Exactement. tu viens pour un projet, mais clairement, moi, j'ai choisi aussi ma startup en fonction de son sérieux. C'est un peu bête, mais moi, j'avais pas envie de me retrouver avec des loulous de 30 ans à me dire... Boomer, ça aussi. Ouais, c'est très Oui, boomer. En oui. plus, Elle devient un peu Tu boomeuse. vois, hein. ça fait en ayant plaisir. 31, non mais en fait j'avais pas envie de me retrouver un peu en ambiance école de co parce qu'il y a énormément de startups qui sont très ambiance école de commerce quand même, on va pas se mentir. Et moi en fait d'avoir des quarantenaires, c'est un peu bête, mais des quarantenaires à la tête de ma startup, je trouvais ça rassurant. Hein Tu vois et du coup je suis venue pour un projet, mais je suis aussi venue pour des spécificités Ouais. d'entreprise. Et comme tu disais, il y a tellement de startups maintenant que finalement, après, tu sais pas forcément laquelle choisir parce qu'on vient toujours pour un projet, quoi. On va peut-être passer aux petites questions, aux dernières petites questions, pour mieux apprendre à vous connaître tous les deux. La première question, c'est une question un peu bête, enfin un peu bateau. En tout cas, quel est votre film ou votre série préférée? Tu veux que je réponde d'abord pour te laisser. Si tu veux. Oh, je raconte. Moi, c'est toujours un peu la même chose pour ceux qui me suivent. Non, pas du tout. Mais On te pas, suit pas du depuis tout, des tu sais, années. mégalo. D'ailleurs, je vais leur laisser répondre. Non, c'est Friends. Ça fait boomer, ça aussi. Tu vas me dire que ça fait boomer. Non, je trouve pas, moi aussi. Classical je suis très boomer. fan. Moi, classical boomer. Ouais, Je sais maintenant, pas il y a comment- des catégories de ah ouais, boomer. alors là, c'est un peu trop pointu pour moi. Non, mais je cite toujours. Oui, je regarde cette série un peu en boucle. Non, mais moi, D'accord. je suis d'accord. J'adore aussi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu nous regardes? Là actuellement pas grand chose sur Netflix. Si j'ai regardé ce Oui, c'est week-end, bizarre. Parce que tu nous as je vais quand même l'aborder, je vais assumer l'aborder. Non, c'est une série, je crois que c'est une série anglaise qui s'appelle Heartstopper et c'est une romance entre deux ados gays, voilà. Du coup, j'ai trouvé ça très mignon. Eh ben, En plus, la dernière fois, tu nous as dit que tu regardais pas de série, je crois. c'est vrai? Ou très Je me peu de suis mis, séries. ouais, je me suis mis. Là, ça fait vraiment C'est boomer par Netflix. contre. Ah là là, mon dieu. Donc, Friends. Alors? Moi, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Ok, on sent le pointu. Tu vois, non, Ah oui, là, pour des c'est- quiches, là. mon Dieu. C'est une série sur une nana qui se lance dans le stand-up à New York. C'est hilarant. Et voilà, le rythme est très effréné, les dialogues sont canons. Ok. J'invite à le regarder. C'est sur quoi? C'est sur... Plateforme. Ah oui, ça va. En plus, Ah oui, c'est c'est bien. accessible, quoi. On a cité je sais pas combien de marques. Hein. Ouais, c'est On fait une près, hein. J'avoue. Faut que je dise moi aussi. Ah bah. En ce moment, je regarde Ozark. Ça Ah me fait oui, pas- c'est ça me très fait bien. pas mal penser à Breaking Bad Oui, dans la oui. dynamique un peu. Que C'est j'avais très, beaucoup c'est très aimé. bien. Oui. Je connais pas. Ouais. Je vais Un mettre sur peu ma dark liste. comme ça. On partage à chaque fois les Ouais, c'est bonnes clair. séries, les bons plans. Exactement. Très bien. Merci pour cette réponse éclairée Ah sur bah, vos choix attends. de séries. D'ailleurs, que des séries et pas des films. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Alexandre? Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Un fait, une personne, un lieu? Je vais rester dans mon secteur, c'est horrible d'ailleurs, je me pensais qu'à ça. Je tape une maison à la campagne et donc ça m'inspire. Comme beaucoup de Parisiens. Comme beaucoup de Parisiens. Quand on a eu marre du Covid. Qui en ont eu marre du Covid et qui ont acheté sur Mano Mano de quoi refaire leur intérieur. Je vis ça au quotidien et ça m'inspire beaucoup. Et t'aimes bien du coup? Je trouve Tu ça regardes des vidéos génial. YouTube de tutos de comment Je poser suis mon parquet? Complètement addict à... Je trouve que c'est l'un des passe-temps les plus gratifiants qui existent au monde. Ce Ouais. week-end, j'ai pas un radiateur. Ça semble débile. Mais il y a un vrai avant. Retrouvez après. des tutos, Alex. Suivez-moi la communauté. Ouais, non, mais je comprends, il y a ce côté un peu, je fais un truc et ça se voit Do it directement. yourself. Je Ouais. crée, voilà, le do it yourself. Vraiment, je crée Moi, de mes ça mains. me détend pas du tout ce truc. Moi, je suis maladroit, donc ça règle un peu le sujet. Et pas très patient sur ce genre de choses. Donc, les deux cumulés, c'est long. C'est pas très intéressant. Donc toi, c'est pas ce qui t'inspire en ce moment. Non, mais garçon, je suis pas très inspiré de manière générale.
Non, j'ai pas d'inspiration particulière. Je lis le Bretzel, la biographie de Catherine de Russie. Je prépare mon road trip en Alsace, non, c'est ça? Non, je me suis mis à découvrir un peu des rooftops à Paris. Voilà, c'est des restos. Ah, j'ai vu ça, oui. Oui, sur les je réseaux partage. sociaux. Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai des followers Trop parisien comme activité. Si, hyper auto-centré. Mais j'ai pas d'inspiration comme ça qui me. D'accord. À part l'agence, évidemment, mais c'est pas une inspiration du week-end. Oui. Mais non, pas plus que ça, non. Là, non. J'ai cru que tu allais nous dire, toi, que tu bossais aussi, que c'était une inspiration comme que t'allais nous sortir. Par contre, toi, oui, c'est boulot, quoi. Bah, non, mon boulot, c'est un peu un passe-temps, c'est une passion. C'est beau ce que tu dis. Oui, je sais. Ça vient des RH. Ça vient des RH. C'est mon patron qui va être content. Bon, je continue avec mes questions, du coup, Pierre. Non, j'en avais une, moi. En fait, c'était quelle est la femme qui vous inspire le plus? Pour la petite histoire, c'était pas dans la Oui, liste. je disais, c'est marrant, je me souviens pas de. Déjà, ce qui est dans la Moi, liste j'ai du pas gars pu me était préparer. J'avais Julien prévu- les avait, les questions. J'avais prévu une réponse, je lui dis, bah non, ça a pas marché, là. Alors, c'est pas qu'elle inspire, c'est parce que j'ai vu une chronique qui était super. Et alors, c'est vrai que ça faisait un lien avec. C'était la belle époque. C'était pas les années folles, c'était Sarah Bernard. C'est pas tant qu'elle elle a un parcours. D'ailleurs, il faut que j'achète sa biographie. Bon, je vous raconte ça, vous en foutez complètement, mais je vous le dis quand même. Et j'ai trouvé qu'elle a une vie absolument incroyable de théâtre. C'est une comédienne. Alors, apparemment, certains disent qu'elle jouait faux, mais elle avait une vie qui rien ne l'est prédestinée, en tout cas à l'époque, à devenir cette actrice mythique. Et je trouve que c'est une femme très inspirante, même si ce mot. Du coup, je trouve que oui, elle a un parcours de vie assez incroyable et elle a réussi à marquer les esprits encore un siècle plus tard. Là, on fait dans le boomers, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je me sens vraiment complètement obligé de contrebalancer. Un truc jeune. Non, il y a deux choses, c'est parce qu'on parle bretzel, donc ça me fait penser à Laura Felpin, qui est une humoriste que vous connaissez peut-être. Ça vient rien du Non. tout. Peut-être Moi, je vous pas. invite aussi à regarder sur les réseaux. Elle est hilarante, et notamment, elle vient d'Alsace et initialement, et donc elle fait très bien l'accent alsacien, donc pour les bretzels, ça marche. Ah. Et plus sur la partie presque pro, mais c'est dans le côté capacité à raconter justement une autre histoire, et en tout cas avoir mis sur la carte un peu du monde d'autres histoires. C'est Rosalia, qui est une chanteuse maintenant de plus en plus connue, et qui vraiment, je trouve, a permis de faire émerger l'Espagne sur la carte aussi un peu musicale, et dans la façon dont elle raconte sa musique et comment elle crée sa carrière. Je trouve ça hyper inspirant pour avoir des rôles modèles de femmes jeunes. Merci. Et toi, Claire? J'allais dire un truc aussi vieux comme le monde, j'allais dire Simone Veil, alors bon... Et tu peux le dire. Mais je peux le dire, en vrai, il y a plein Simone, ça marche toujours. Sarah Ouais. aussi. Oui. Sarah aussi, Ouais. évidemment. Donc nous, on est un peu boomer apparemment. Mais non, il y a plein de femmes au quotidien, je trouve, qui commencent qui sont plus visibles, je trouve, d'un point de vue médiatique. Oui. Chose qui n'était pas forcément le cas avant, mais je trouve qu'il y a quand même une mouvance féministe plus importante ces dernières années. Et du coup, elles sont aussi plus visibles, moins planquées derrière un grand homme. Mais plus... T'as une grande femme. Non, mais même en termes, enfin, tu vois, c'est toujours pas fou sur le CAC 40, par exemple, Ah, mais non. il y a de plus en plus de managers femmes, Femme leader. ouais, de femmes Dans les leaders dans les startups, entreprises. c'est pas fou non plus. Non, Hein. c'est pas Antoine fou nous non soit plus. dit, là-dessus, pas trop de leçons pour les boomers. Non, et puis C'est grosses boîtes, petites boîtes, c'est pas forcément. Après, les grosses boîtes, parfois, elles s'imposent des quotas de femmes, et du coup, ça pousse un peu. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'entrepreneuriat, il y a un plafond de verre, je pense, pour les femmes encore. Ouais. Non, bon, c'est pas vraiment matos. Oui, non, mais c'est les boomers, tu sais, radote. C'est ça. Parfois, Faut les faire taire. c'est ça. Ouais. c'est moi, j'ai des trucs qui. Bon. Oui. Non, mais bon, merci en tout cas pour ces réponses. Bah, toi, t'as pas répondu, on va peut-être te laisser répondre. Et puis, Alors en 2 minutes, moi c'est Angela Davis, c'est une militante afro-américaine. Ah, oui. Et en ce moment, le côté militantisme au sens global du terme m'inspire beaucoup. donc, Un message question peut-être à la communauté peut-être Non, pour l'instant, non. Non, voilà, une personne qui un peu mon mentor du moment. Ah oui, carrément, les mots sont lâchés. Exactement. Ouh, Pas mal, mentor. On n'avait pas encore dit ça. Non. Bon, mais. En tout cas, ouais. En tout cas, merci pour nous avoir donné en tout cas des informations sur le domaine de la tech, sur le luxe aussi, et d'en apprendre un peu plus aussi côté RH, parce que c'était aussi important, avec un non RH.
Non, C'est important. Non, ouais. Très important aussi pour nous. Merci en tout cas Alexandre et Julien pour avoir été en tout cas nos invités pour ce deuxième podcast et n'hésitez pas en tout cas pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en tout cas de nous suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et de Sur nous YouTube. écouter, de nous écouter aussi et de nous voir sur YouTube, Deezer et faire part de Spotify. leurs commentaires aussi, Voilà. et liker, commenter, bien sûr. Exactement. Dans la barre de commentaires, comme ça. Like. on n'en a pas eu Je vais beaucoup faire un la dernière gif, fois. je commente mes propres commentaires. C'est bien, c'est important, ça fait du... Mais ça fait de la visibilité. C'est bien, Exactement. c'est bien. L'algorithme aime ça. Et évidemment, et tout ce qui aime l'algorithme, on aime bien. Bon, sur ce, à bientôt pour un prochain podcast.